Merci beaucoup. Notre matinée est dense, hein, je sais bien. En plus, il fait un peu chaud. La pause déjeuner va se préparer, mais on va arriver sur une séquence, je pense, assez vivante. Donc, je vais appeler notre trio d'intervenants qui nous vient de La Rochelle à venir prendre place autour de moi. Nous avons souhaité effectivement qu'on puisse avoir un focus très concret sur le stage sur un territoire en particulier. Bonjour. Voilà. Bonjour. 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 Voilà, donc je vais vous demander de vous asseoir autour de moi. Donc, Stéphanie, on peut récupérer la... Oui, on l'a. Donc là, puisqu'on est sur une conférence qui est organisée à la fois par une association de collectivités et puis un réseau de juristes et en étroite collaboration avec les conférences d'établissements d'enseignement supérieur, ce qu'on voulait, c'était en fait mettre en lumière... Il n'y a pas un petit écho, je ne sais pas. On voulait mettre en lumière en fait une expérience très concrète. Alors à différents niveaux, donc on va parler de l'expérience en elle-même qui a été inventée il y a déjà 14 ans, je crois, par la communauté d'agglomération de La Rochelle. Il va nous expliquer pourquoi ce dispositif a été inventé, ce dispositif qui s'appelle PULP. Donc c'est Gilles Loire-Mongazon, qui est le directeur de La Rochelle Technopole, qui va nous présenter brièvement ce dispositif. Et puis ce dispositif, il est expérimenté par une jeune entreprise, on peut dire une jeune entreprise, oui. Une PME en tout cas, voilà, innovante, donc qui est représentée aujourd'hui par son président, Julien Duranceau, qui accueille en ce moment, dans le cadre du dispositif PULP, un stagiaire. Donc c'est Pierre Brault qui est à mes côtés. Donc je vais vous laisser dérouler les choses. Alors vous nous avez envoyé une vidéo parce que en fait c'est je crois l'innovation principale de la matière. Je déflore pas le sujet, je vais vous le laisser l'exprimer. Donc a fait l'objet d'un reportage sur France 2. Qu'on a éventuellement, si on a du temps à la fin pour le projeter, mais on préfère vous laisser exposer en fait d'abord le dispositif, pourquoi, comment ça se passe, d'avoir aussi le point de vue d'un étudiant au-delà du sujet de votre stage. Pourquoi avez-vous fait ce pari finalement d'aller dans une PME? Ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi d'où vous venez, quel est votre cursus, est-ce que vous êtes Rochelais, en quelle année vous êtes, etc. Pour que, voilà, l'idée c'est de rentrer vraiment dans le concret de cette expérience. Donc je laisse d'abord la parole à Gilles Loire-Mongazon, puis je vais vous donner la petite, voilà, la petite... je vous fais passer le micro. Bonjour à tous. Donc on va vous parler non pas de réglementation, mais plutôt de projet, en fait, avant d'attaquer effectivement la pause déjeuner. Donc PULP est né il y a effectivement 12-13 ans d'une initiative de la communauté d'agglomération de La Rochelle, partant d'un constat qui était celui que, en discutant donc avec les structures d'enseignement supérieur sur le territoire, que les jeunes partaient souvent faire leur stage finalement dans d'autres villes. La Rochelle, c'est un relatif petit territoire, c'est 150 000 habitants, 163 000 habitants avec l'agglomération, une forte quand même université, enfin une bonne population en tout cas d'étudiants, parce que maintenant il y en a à peu près 13 000, 15 000. Il y a 12 ans, il y en avait quand même un peu moins. Et les jeunes avaient tendance à quitter finalement le territoire pour aller faire des stages dans des entreprises plus grosses et surtout souvent ailleurs, notamment en région parisienne, pour avoir une belle ligne sur leur CV. Enfin, Pierre pourra en parler. La motivation des étudiants. Donc, partant de ce constat-là, les jeunes quittent le territoire et donc s'y fixent pas. Et deuxième constat, les entreprises du territoire n'avaient finalement qu'une relative connaissance, on va dire, du tissu universitaire et d'enseignement supérieur. Donc n'avait pas forcément connaissance des compétences qui étaient développées au sein de l'université ou des écoles d'ingénieurs, voire au sein des laboratoires. Et les liens existaient, je ne veux pas dire qu'ils n'existaient pas, mais existaient surtout au niveau d'entreprises assez grandes ou structurées, et finalement très peu au niveau des TPE. Donc, fort de ce constat, l'agglomération, il y a notamment un ancien collègue, donc, a imaginé ce dispositif PULP qui avait pour objectif premier justement de créer un binôme, une entreprise qui a un projet innovant, technologique,
pas forcément technologique, mais au moins innovant, et qui a besoin de compétences pour le mettre en œuvre, parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle n'a pas les compétences, parce qu'elle n'a pas les moyens. Offrons-lui la chance de bénéficier des compétences d'un étudiant plutôt en fin de cursus, donc au départ de l'université, et depuis ce dispositif s'est un peu élargi aux écoles d'ingénieurs. Offrons-lui la possibilité de rechercher donc une compétence en local pour réveiller ce projet dormant. Et de l'autre côté, donc, offrons la possibilité à un étudiant de faire son stage de fin de parcours dans une TPE. Donc on est plutôt sur des TPE, même si en fait on n'a pas restreint la cible d'entreprises sur le territoire. Donc des grosses entreprises peuvent aussi faire appel à Pulp, mais c'est surtout accessible aux TPE. Offrons la possibilité aux jeunes en fin de cursus de faire un stage motivant, intéressant, responsabilisant au sein d'une entreprise locale, ce qui peut aussi lui permettre de résoudre un autre souci qui est celui du logement. Parce que lorsqu'on doit faire un stage de 3 à 5 mois sur un autre territoire, finalement, se pose la question du double loyer. Donc Pulp s'est lancé. Donc c'était en 2007. Donc depuis, il y a eu près de 350 projets accompagnés. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, bien sûr. Donc ce binôme candidate. Donc l'entreprise, on l'aide. Donc quand on dit on, c'est en fait au départ c'était le service développement économique donc de l'agglomération de La Rochelle. Depuis c'est la Technopole qui s'en occupe. Vous devez avoir des organismes d'accompagnement à l'innovation sur vos territoires. En tout cas, je vous engage à vous rapprocher d'elle pour favoriser et tisser vos liens. Donc nous, on va aider l'entreprise à mieux identifier son projet. Et aussi à identifier son besoin, donc qu'est-ce qui peut être fait dans le cadre d'un stage, puisque l'intérêt, c'est quand même aussi qu'il y ait un bon matching. Il ne faut pas que ces attendus soient trop élevés, il faut que ça corresponde bien aux attendus d'un étudiant en fin de cursus, donc aussi encore en période de formation. Et pour ça, on va aussi l'aider, outre à rédiger son offre de stage et à la diffuser. Et ensuite, donc, c'est vraiment le relais de l'établissement supérieur qui fait le job. On va l'aider en fait financièrement, parce que l'agglomération alloue une subvention qui peut aller jusqu'à 10 000 euros à l'entreprise pour rémunérer son stagiaire. Dans les obligations qu'a l'entreprise, elle doit rémunérer son stagiaire à minima à 50% du SMIC. Donc, ce qui fait aussi le deuxième intérêt, c'est pour l'étudiant de faire un stage intéressant, motivant sur le territoire et au cours duquel il sera mieux payé. Voilà. Donc, ce binôme candidate, et il y a un petit jury donc, qui décide ou pas de l'allocation de cette subvention et du montant. Les avantages sont donc multiples. Pour l'entreprise, c'est de pouvoir avancer concrètement sur un projet en bénéficiant de ressources humaines et techniques complémentaires et en bénéficiant d'une aide financière, parce que du coup, ça couvre quasiment l'intégralité des frais, ou à minima l'intégralité des frais liés aux stagiaires, parce que l'entreprise peut aussi mettre dans la corbeille des frais d'études, de l'achat de logiciels, de matériel ou autre. Pour l'étudiant, je l'ai dit, c'est en principe un stage mieux rémunéré et plus intéressant. Et pour le territoire, ça revient à l'idée de départ, c'est mieux mixer, mieux tisser finalement les liens entre les acteurs économiques et l'enseignement supérieur, donc de favoriser ces liens et ces rapprochements. Voilà. Ça représente un sacré budget quand même pour la collectivité, puisque vous avez donné des chiffres et ça existe depuis 13 ans. Vous avez le volume de chaque année est peut-être inscrit là-dessus. Chaque année, c'est entre 20 et on a une année faste à 43 projets, mais c'est plutôt 25 projets en moyenne. Donc oui, je l'ai dit, c'est à environ 200 000 euros par an. Donc c'est un engagement très fort de la collectivité, mais qui s'y retrouve au titre du développement économique et du rapprochement donc, entre le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche et le milieu économique. Voilà. L'impact économique de l'enseignement supérieur local, là, ça fait l'objet d'un séminaire que la VUF a organisé avec la CPU et les autres associations du bloc local. Donc on cherche à le mesurer. Est-ce que vous avez eu vous avez des indicateurs qui permettent de mesurer cet impact économique ou pas du tout le nombre d'emplois qui ont été effectivement créés, directement ou indirectement, par exemple? On a un nombre de créations d'emplois qui ont été réalisées par le biais, on va dire, de ce dispositif Pulp. Maintenant, ce n'était pas l'objectif premier. Alors, je vais quand même répondre à votre question. C'est aujourd'hui entre 45 et 50 emplois qui ont été créés, donc d'étudiants en fin de cursus qui ont été intégrés directement dans l'entreprise qui les a retenus pour ce stage. D'ailleurs, on en a un exemple
à côté. Mais encore une fois, l'objectif premier n'était pas exclusivement l'insertion professionnelle du jeune sur son territoire, c'était vraiment de rapprocher les entreprises de vos structures d'enseignement supérieur. Voilà. Et lorsque l'on se connaît, on collabore plus. Donc après, effectivement, il y a les effets, on va dire, induits. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de rapprochement et de collaboration, que ce soit par des laboratoires via des contrats de prestation, ou tout simplement, en fait, entre des entreprises et des responsables de formation, où les liens se font assez directement. Il y a pas mal de cooptation aussi, d'anciens étudiants qui parlent à des jeunes étudiants. Moi, j'ai fait un stage pulp, c'est plus intéressant, tu devrais y penser. Et des entreprises entre elles, effectivement, qui peuvent se refiler des tuyaux de pour telle compétence, va voir l'université ou va voir l'école d'ingénieur. Il y a ce qu'il faut ici, pas la peine d'aller chercher plus loin. Une TPE, rappelez-nous, parce que vous dites c'est plus fait pour les TPE que pour les PME, donc une TPE, on la qualifie par moins de 20 salariés, c'est ça? Alors nous, oui, c'est même moins de 10. On va dire qu'il y a des qualifications juridiques entre la très petite, la petite ou la moyenne, mais nous, oui, on a surtout un tissu de TPE, c'est-à-dire d'entreprises de moins de 20 salariés, même si, encore une fois, dans les 240 entreprises qui ont bénéficié de Pulp en 13 ans, sur environ donc 350 projets, parce qu'on peut candidater à Pulp plusieurs années de suite, même si on a mis des limites, 2 projets tous les 3 ans environ. Il faut qu'il y ait un vrai impact sur le projet de l'entreprise. Voilà, c'est pas du stage alors je n'ai rien contre les documentalistes, ou contre désormais ceux qui font un site web classique. Il faut vraiment que ça apporte une plus-value à l'entreprise. Voilà. Il y a une sorte de prime à la compétence technique qu'elle n'a pas en son sein. Voire des fois, on est obligé d'externaliser le tuteur, puisque l'entreprise n'a pas la compétence, on va dire, pour encadrer un étudiant en M2 informatique. Si l'entreprise, elle, n'est pas du secteur informatique, c'est un peu compliqué de bien suivre finalement ses travaux, et on peut passer par une entreprise tierce qui peut faire ce travail-là. Donc sur 350 projets, effectivement, on a une répartition à peu près 45% projets numériques. Donc les formations dans le domaine du numérique sont bien sûr très sollicités, et ces étudiants extrêmement choyés. Mais on a aussi à peu près 25% dans le domaine de l'industrie et du nautisme. Nous sommes à La Rochelle. 15% secteur environnement au sens large, et 15% de ce que nous on appelle nutrition, santé et biotech. Donc ça touche vraiment quasiment toutes les composantes en termes de formation. Au départ, c'était vraiment les M2 et les licences pro. En fonction du besoin de l'entreprise et du stagiaire disponible, on passe parfois sur du M1, voire on a fait quelques exceptions sur des DUT, notamment informatique. Merci. On a souhaité en fait faire un focus sur ce dispositif parce que justement il incite donc les étudiants à faire leur stage en dehors des grands groupes, parce qu'on sait que la grande majorité des étudiants, et que ce soit dans les filières industrielles ou des services, ont tendance à rechercher en priorité des stages dans les grands groupes qui ont forte notoriété pour une ligne de plus sur le CV. La réalité de l'économie française, c'est qu'on l'oublie souvent, 99,6% des entreprises de France sont des TPE ou des PME. Voilà, donc les grands groupes, c'est 0,4% seulement des... Alors ça regroupe un tiers des salariés, mais néanmoins, on pense toujours à elles, et il y a une espèce de conception de tout ce qui est gros et plus visible. Et l'intérêt du dispositif Pulp, c'était justement, par rapport à un objectif de développement territorial, c'est d'amener les étudiants vers les TPE. Oui, parce que les TPE ont aussi des beaux projets de développement et parfois des projets techno. D'ailleurs, l'innovation est aujourd'hui quand même un peu plus basée dans les TPE que dans les grands groupes, même si les grands groupes sont bien plus structurés et ont leur propre cellule de R&D. L'innovation, enfin le plus gros vivier aujourd'hui, il est dans les TPE et les PME, clairement. Et les TPE d'aujourd'hui sont les PME de demain et peut-être les ETI d'après-demain. Donc c'est peut-être aussi l'intention ou l'ambition de M. Duranceau, président de la Société de la Matière. Donc M. Duranceau, peut-être présenter d'abord votre entreprise et puis ensuite comment vous avez découvert ce dispositif Pulp, en quoi il vous a intéressé. Alors, effectivement, moi, ça fait déjà un petit moment que je connais Pulp parce que j'ai travaillé chez un leader de la fabrication des planches de surf à La Rochelle qui s'appelle UWL. Et on avait fait partie, moi j'étais directeur commercial et du développement, et on avait eu un étudiant ingénieur déjà à l'époque, c'est le tout début de Pulp. C'était pour travailler sur, je me rappelle, c'était sur la conception, l'éco-conception de la planche de surf avec l'usage de matières
Moi, c'était un ingénieur en matériaux issu de l'EXI, je crois, de l'école d'ingénieurs, et donc c'est assez intéressant. Là, on a avancé, donc nous, on a créé la matière, qui est un laboratoire d'innovation au service de l'économie circulaire à La Rochelle. On va pas passer la vidéo, du coup. C'est une activité plutôt innovante, donc on n'est pas dans l'innovation technologique, on n'est pas dans l'innovation qui fait toute l'actualité, on est plutôt dans l'innovation sociale et l'innovation environnementale, puisqu'on a créé un tiers-lieu qui est dédié à l'économie circulaire. Je suis moi-même expert en économie circulaire, donc c'est une compétence qu'on maîtrise plutôt, et aujourd'hui on accompagne des collectivités, des universités, des territoires sur ces dynamiques-là. Au sein de la structure, on a développé de la créativité, donc on met le design au service de l'économie circulaire, donc ça c'est vraiment notre rôle, et on développe du coup beaucoup de choses autour de ça. Donc l'économie circulaire, je ne vais pas vous faire un cours sur l'économie circulaire, mais on pilote tout un écosystème en fait, où on va récupérer des matières issues de rebuts industriels ou de rebuts d'activités. On a du coup développé autour de ça toute une activité avec en l'occurrence un magasin des matières. C'est un magasin de bricolage qu'avec des matières issues de réemploi. Donc ça c'est assez innovant. Vous avez la réserve des arts à Pantin qui sont assez précurseurs dans ce domaine-là depuis des années. On a développé aussi toute une partie d'ateliers partagés. C'est-à-dire que les gens peuvent du coup venir utiliser des matières issues de réemploi et développer un de leurs projets là-dessus. Et du coup, on a beaucoup de porteurs de projets qui passent dans nos locaux. Quand je dis qu'on est un tiers-lieu, c'est un lieu où je vais donner des cours, par exemple, puisque j'interviens pour l'université, mais au sein de l'atelier, mais on va avoir des porteurs de projets qui vont venir développer. Là, j'ai 2 étudiants de Strat, de l'école de design, qui sont venus nous voir là récemment sur un projet autour du plastique. Il y en a un qui est originaire de La Rochelle et qui a fini son cursus et qui revient avec un projet de développer un business autour de ça. Donc là, on va pouvoir monter en compétence sur l'économie circulaire, l'aider à développer son projet. Ça fait partie de nos compétences, puisqu'on va pouvoir le mettre en relation avec l'ADEME, les régions ou les cofinanceurs potentiels, lui faire gagner du temps sur la réglementation, sur pas mal de choses, et lui faire bénéficier de notre expertise. Donc ça, c'est une partie très ouverte de l'activité. À côté de ça, on a développé du design produit, c'est-à-dire qu'on a créé des produits éco-conçus tout bêtes. Ça, c'était il y a déjà 4 ans. C'est des pieds de meubles, en fait. Donc tout le monde connaît le Molki, j'imagine. Donc nous, on a mis en place tout un écosystème. Aujourd'hui, on forme les agents valoristes à récupérer des pieds de meubles dans les bennes. Moi, je trouve ça fou qu'on coupe des arbres pour faire un jeu de quilles pour jouer sur la plage. Et du coup, on a mis en place tout un système. Donc on récupère les pieds de meubles qui sont moulurés, ronds, carrés. Ils sont coupés dans un chantier d'insertion avec lequel on travaille au sein de l'écosystème. On récupère des draps déclassés d'une blanchisserie industrielle aussi sur un site de Périgny à côté de La Rochelle. Et les draps sont cousus. Il y a un petit sac qui est fabriqué pour ranger les quilles et qui est fabriqué par un chantier d'insertion également avec des travailleurs handicapés qui s'appelle l'œuvre des manuels. Et donc en l'occurrence, on a créé un jeu qui sort au même prix que le Molki, qui s'appelle le 12 pieds, parce que c'est 12 pieds de meubles, qui est 100% éco-conçu, 100% circuit court, qui raconte toute une belle histoire d'acteurs de territoire. Et ça schématise vraiment ce qu'est l'économie circulaire et comment nous on le voit au sein de la matière. C'est-à-dire des matières premières qui n'avaient plus vraiment de valeur, alors que c'est des super essences, hein. Ça c'est du hêtre, c'est des belles essences, ça je sais pas trop ce que c'est, ça doit être du chêne. Et en l'occurrence, la matière grise à côté et plein d'acteurs qui vont venir mettre de la matière grise sur ça. Donc les métiers du bois, les métiers de la couture, etc. Donc ça fait partie des métiers. Et donc en l'occurrence, c'est l'exemple type des produits qu'on va développer. Donc on fait de l'aménagement d'espaces durables, on a des menuisiers, on a des designers au sein de la structure. Donc il y a à la fois des makers, des gens qui font des choses de leurs mains, et des gens qui font des choses de leur cerveau. Et il y a tout ce petit mélange-là autour de la matière. Voilà. Et après, beaucoup d'accompagnement aussi de groupes de travail sur l'économie circulaire. On travaille en Vendée, par exemple, en ce moment, pour la communauté de communes des Pays de Mortagne. Donc on travaille sur les chutes et rebuts de cuir et textile industriel. Donc là, on pilote des groupes de travaux avec Vuitton, Longchamp, des grands faiseurs
de maroquinerie, avec le groupe Eram aussi par exemple. On met le Puy du Fou, on met plein de gens autour de la table et on fait une bonne séance créative dans un château pendant une journée pour trouver des solutions innovantes de réemploi. Voilà, à titre d'exemple, le Puy du Fou font 13 000 costumes par an et plutôt que d'acheter du cuir et du textile neuf, à 1 kilomètre, il y a des acteurs de l'industrie qui jettent du cuir et du textile. Donc, c'est un peu de l'innovation de bon sens, ce qu'on fait souvent. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Voilà. Là, c'est, pour ceux qui connaissent le palais de la Porte de Ré, les Parisiens, il y avait une guinguette. On a fabriqué une baleine qui fait 6 mètres de long, juste la tête, qui est entièrement éco-conçue. Elle était sur la guinguette éphémère du Poisson-Lune devant le palais de la Porte de Ré. Voilà, c'est des genres de choses. On s'exporte pas mal. On fait beaucoup de choses de cet ordre-là. Et pour finir, des ateliers circulaires. En fait, on a un petit camion itinérant qui va dans les quartiers, les centres sociaux, les écoles, les entreprises, et on aide les acteurs à monter en compétence sur l'économie circulaire, puisque c'est l'affaire de tous, et former les gens et changer les comportements de consommation, ça nous paraît essentiel. Et là, on rejoint la thématique du jour, qui est le doing, et le faire pour apprendre, et ça, nous, c'est quelque chose dans notre credo depuis le début. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que dans la pyramide de l'apprentissage, on retient 80% de ce qu'on fait, en fait. Donc il y a plein d'ateliers aujourd'hui où quand les gens font de leurs mains, on joue au Lego par exemple de façon sérieuse, et bien on retient 80% du discours qui est porté. Donc pour passer les messages d'économie circulaire, ça marche plutôt pas mal. Et en l'occurrence, pour en revenir à Pierre, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc je vais te laisser la parole pour expliquer comment ça s'est passé. Puisque du coup, il y a une petite histoire qui existe depuis ton Master 1. Donc je te passe le micro. Avant de laisser la parole à Pierre, effectivement, pour se présenter, quand vous évoquez votre activité, votre développement, on a l'impression que vous êtes sur des missions presque de service public. Et néanmoins, vous avez une entreprise, donc il y a un modèle économique qui existe depuis quelque temps, qui a des salariés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Effectivement, alors on a un modèle très hybride. On s'est bien cassé la tête pour écrire nos statuts. En fait, on a une association, une entreprise, qui sont toutes les deux ESUS, établissement solidaire d'utilité sociale. Mais on a monté tout un projet sans subvention. Alors, hormis là, pour le coup, des coups de pouce sur du projet ponctuel et sur l'accueil de stagiaires là, comme Pulp. Mais on a vraiment créé tout un modèle économique là-dessus. C'est-à-dire que le camion itinérant qui va tourner et tout l'aspect effectivement d'utilité de territoire, on le fait financer par la vente des 12 pieds, par les interventions en conseil et en expertise économie circulaire. Donc c'est vraiment un vrai modèle assez efficient et voilà, on écrit ça un peu tous les jours. On a un expert comptable qui s'est un peu cassé la tête et des juristes qui se sont cassés la tête pour écrire les statuts, mais on y arrive. Et on a créé des emplois, donc ça marche plutôt. Donc Pierre, vous êtes étudiant donc en Master 2 d'après ce que j'ai compris. Donc vous pourrez peut-être nous expliquer votre cursus, si vous êtes Rochelais d'ailleurs, si vous êtes arrivé sur ce territoire, puis comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure et l'entreprise La Matière. Oui, une belle aventure d'ailleurs. Donc moi j'ai 24 ans, je suis nantais d'origine. J'ai pas fait mes études supérieures à Nantes. J'ai obtenu un DUT technique de commercialisation à Saint-Nazaire. Donc dans l'université de Nantes. Et puis après, je suis parti en Normandie, à Caen, dans lequel j'ai suivi une formation pour devenir commercial. Alors là, je me suis un peu égaré, j'ai vite compris que c'était pas trop fait pour moi. Par contre, j'ai rencontré des gens vraiment investis, avec des vraies valeurs environnementales et sociales. Et donc, je me suis réorienté. Et mon point de chute a été La Rochelle. Je me suis réorienté en ayant vraiment l'ambition de m'investir sur un territoire pour une petite structure dans laquelle moi je vais pouvoir m'épanouir et toucher un peu à toutes les facettes d'une entreprise. Et donc voilà, je suis rentré dans une formation à l'IAE de La Rochelle, donc à l'université. J'ai refait une licence 3 gestion et après je me suis spécialisé dans l'environnement. Donc il y a un master qui s'appelle Master Sciences pour l'environnement et ils ont une branche gestion. Donc on nous forme à la gestion de projet environnement, à la qualité, sécurité et environnement dans les entreprises. Donc j'ai suivi 2 ans de spécialité dans cette formation-là. Et dès ma première année, j'ai entendu parler de La Matière et de Julien par le biais d'un enseignant. Donc moi j'ai candidaté pour un stage au début pour mon Master 1 en 2 mois seulement. Donc j'ai vu. D'ailleurs, j'ai fait mon premier stage là-bas à La Matière pendant 2 mois. Derrière, j'ai été embauché 2 mois
l'été, donc en tant que moi job saisonnier, mais ça correspondait parfaitement à ce que je voulais faire de ma vie. Et puis j'avais la confiance de Julien aussi pour gérer un peu l'opérationnel dans l'atelier avec les équipes. Et puis après, j'ai repris mes études en Master 2 que j'ai obtenu. Et dans ce cadre-là, j'avais un stage donc, de 6 mois réalisé. Et c'était assez naturel, ça s'est fait de façon assez naturelle, mais on a fait financer ce stage donc, par le projet Pulp. Donc là, j'ai fait 6 mois, donc de février à août. 6 mois pour à la fois prendre la main sur une bonne partie de l'opérationnel qui se passe dans l'atelier pour dégager du temps à Julien sur d'autres activités. Vous avez vu qu'il y a pas mal d'activités à la matière. Et surtout, ma grosse mission a été de faire un diagnostic, de passer de l'échelle de laboratoire de l'activité à une échelle, on va dire, plus importante. Donc, première mission a été de faire le diagnostic de toutes les activités qu'on vous a citées là. Ça n'était pas forcément évident. Faire le point et derrière pouvoir restructurer et mettre en place une vraie stratégie de développement. Donc définir les besoins, qu'ils soient techniques, financiers, humains aussi, parce que l'équipe est en train de s'agrandir aussi au sein de la matière. Et jusqu'à du coup, l'aboutissement qui est encore en cours pour donc, changer de lieu, écarter les murs parce qu'on est à l'étroit, investir sur des nouvelles machines. Donc c'est un projet qui est encore en cours mais qui a bien avancé je pense. Et voilà, donc voilà ma mission. Alors moi mon stage s'est terminé et derrière j'étais embauché. Donc c'est plutôt une chance pour moi. Et c'est vrai que le projet Pulp a été vraiment une belle opportunité parce que voilà, j'ai trouvé une structure sur le territoire dans laquelle je pouvais agir sur pas mal de facettes différentes, que ce soit la gestion de projet, de la communication, de la vente. Voilà. Donc j'ai touché un peu à tout. Et puis même, c'était plutôt confortable d'un point de vue financier pour moi en tant qu'étudiant. Voilà, d'avoir une rétribution et de rester dans un cadre de vie dans lequel je suis tombé amoureux. La Rochelle, c'est plutôt une belle ville. Je vous invite à y faire un tour si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, je suis tombé amoureux de cette ville-là aussi. Donc tout s'est bien goupillé, si je puis dire. Donc voilà pourquoi je suis ici. Alors, moi j'ai 2 questions à vous poser, mais je ferai circuler le micro parce que peut-être qu'il y a d'autres questions sur cette expérience Pulp d'une manière générale et puis celle de la matière et en particulier le parcours de Pierre. La première peut-être pour Gilles sur le fait que là, dans le témoignage de Pierre, finalement, il a entendu parler de la matière c'est de la prescription enseignante. Donc la matière était connue déjà au sein de l'université de La Rochelle, puisqu'il y a un enseignant qui a suggéré à un de ses élèves mais la plupart du temps, j'imagine que ça ne se passe pas comme ça. Comment on fait pour inciter des étudiants à aller dans une TPE ? Alors, le travail se fait effectivement souvent plus en amont. Donc, après avoir identifié au sein des entreprises, en fait, il y a un double travail. Plutôt au sein de l'entreprise, donc d'identifier des besoins déjà, donc des projets qui peuvent être susceptibles d'être réalisés au sein, ou en cas de bien avancer au cours d'un stage de fin d'année. Et ensuite, d'identifier la formation, donc les compétences et du coup la formation qui correspond au sein de l'écosystème de l'enseignement supérieur rochelais. Et ensuite, on passe un peu la main à nos partenaires, parce qu'il y a des vrais relais au sein de l'université et au sein des écoles d'ingénieurs, où là, ils ont aussi nommé, on va dire, alors souvent, c'est le responsable entreprise, le responsable stage. Enfin, je ne suis pas un expert de l'ESR. Voilà, c'est ça. Qui, lui, va pouvoir faire le lien entre telle compétence utile ou nécessaire pour l'entreprise et donc telle formation, telle dominante, et donc le lien avec à la fois le responsable de formation ou la publication de l'offre sur les intranets ou les sites de communication de ces écoles ou de l'université. Au fur et à mesure, parce que ça fait quand même effectivement 12-13 ans, on connaît à la fois nous, opérateurs, on connaît les responsables de formation qui vont bien, même si ça bouge parfois. Donc on peut aussi se mettre directement en relation avec eux. Et à force, les entreprises, justement, ces liens avec le temps se sont tissés, peuvent contacter directement les responsables de formation pour identifier la petite pépite. Est-ce que tu as un étudiant de ta filière qui aussi, du coup, on parlait tout à l'heure de savoir-être, correspond aussi à mes attendus. Encore une fois, on arrive assez bien à identifier en termes de compétences techniques, mais après, il faut que le matching se fasse entre l'étudiant et le chef d'entreprise. Donc il y a quand même un gros travail également à faire
au sein des structures d'enseignement supérieur sur le relais de communication et sur l'intérêt effectivement d'aller faire un stage dans une TPE et pas exclusivement dans une grande entreprise pour avoir une ligne sur le CV. Je pense que l'expérience de Pierre, bon, là aujourd'hui il a été embauché par la matière, donc c'est un peu à part, mais je pense qu'on peut aussi bien valoriser un stage d'une entreprise dans une TPE où on a eu de la responsabilité, parce que c'est vrai que souvent les missions, je l'ai présenté récemment à des Bac+3 en école d'ingénieur, ils avaient l'air un peu effarés de « Ah bon, on sait faire ça quand on est étudiant au sein de l'entreprise ?» Oui, bah déjà, c'est les rassurer sur vos formations vont vous former, même si ça ne suffira pas exclusivement et que vous allez encore progresser, apporter votre matière, mais aussi recevoir au sein de l'entreprise. L'entreprise a aussi une fonction de formation de ces jeunes. Voilà. Donc c'est un gros travail d'intermédiation pour que ça matche. Parce qu'effectivement, la convention de stage, c'est une sorte de mariage à trois. Donc oui, c'est une convention il faut que chacun puisse s'y retrouver. Et c'est rarement un coup de foudre. Et donc il faut provoquer ce mariage à trois. Alors il faut parfois le provoquer, parce que parfois, je vais parler tout à l'heure de pénurie de stagiaires, l'entreprise n'a pas le choix. Enfin, il n'y a pas le choix. On va dire que le choix est très limité. Parfois, par contre, elle a le choix, effectivement. Donc elle peut recevoir 2-3 étudiants. Tout dépend aussi de est-ce qu'elle s'y est pris au dernier moment, parce qu'il y a des dates de clôture, d'appel à projet, forcément. Donc plus c'est fait en amont, et plus elle peut avoir le choix sur son étudiant. Un fort relais, je le dis, je le répète, vous êtes important dans l'identification et le relais des attendus de compétences. Donc, quelle formation au sein de votre établissement peut correspondre et après, effectivement, c'est du matching. Je voulais juste rajouter, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc, Pulp existe depuis 2007, mais depuis l'année dernière, en fait, et là aussi, suite au lien que l'on tisse avec les établissements d'enseignement supérieur, nous ont fait part notamment dans certaines filières, notamment numériques, d'une pénurie de candidats et aussi d'une modification. Vous avez de plus en plus de formations qui sont faites en alternance. Et nous, Pulp était destiné jusqu'à présent uniquement aux stagiaires en cursus classique, avec donc des stages qui commencent en janvier-février, voire plus tard en fonction du cursus, pour se terminer en début d'été. Donc depuis l'année dernière, on a ouvert Pulp en fait à l'alternance. Et donc là, le schéma est un peu différent, parce qu'on ne fait pas candidater un binôme, mais on fait candidater une entreprise et un responsable de formation qui valide que les attendus de l'entreprise correspondent bien à ce que le futur alternant va travailler au cours de sa formation de 12 mois. Petit jury, donc on a fait au mois d'avril, pour justement laisser le temps ensuite aux lauréats de trouver leur stagiaire, tout en ayant l'assurance qu'ils ont une subvention de 8 400 €, donc 700 € par mois, x 12. Ça permet de lever aussi des verrous, notamment, encore une fois, pour les TPE, qui n'ont pas forcément engagé dans leur budget prévisionnel des dépenses pour prendre un alternant, alors que ça peut booster leur programme de développement. Donc voilà, donc cette année, on a ouvert déjà à l'alternance et la promo a commencé en septembre-octobre. Alors, accueillir un stagiaire... c'est pas toujours si évident que ça, a fortiori dans une TPE, puisque le chef d'entreprise est seul, il doit être multicarte, il doit faire tout un tas de métiers différents. Et comment peut-on accueillir un stagiaire, surtout d'un niveau un peu avancé, et comment peut-on organiser le tutorat pour que le stagiaire s'y retrouve? Dans le témoignage de Pierre, on s'aperçoit que finalement ces missions étaient assez polyvalentes. Et pour certaines, j'imagine, vous découvriez ce que vous aviez à faire. Donc on est bien dans le learning by doing. Mais pour le chef d'entreprise, c'est aussi une sacrée responsabilité. Comment vous gérez ça? Alors c'est vrai que nous, les stages, il y a plusieurs types de stages. Vu qu'on a une partie fabrication, on a énormément d'élèves plutôt des métiers manuels type ébénisterie ou autre. Donc là, sur l'atelier, c'est assez autonome. Moi, je ne suis pas menuisier, mais on a des diplômés des métiers d'art en tant que salariés qui ont toutes les capacités de tuteur pour ça. Ça se passe bien. Et c'est vrai que sur un stage comme celui de Pierre, faut trouver la bande passante, quoi. Donc déjà, il faut qu'il y ait un sujet qui soit en accord avec sa formation, l'objectif de la formation. C'est presque jamais le bon moment. C'est effectivement, dans une TPE, on se dit jamais on aura le temps d'être là, d'être disponible. Alors après, je rejoins Gilles sur l'idée de comportementale. Après, c'est vraiment une histoire de personne aussi. Et là, Pierre, c'est sûr que je lui ai déjà dit, mais c'était juste ça s'est matché très vite, très bien.
la prise d'initiative. Alors nous, on est plutôt dans cette démarche-là aussi au sein de la structure sur les prises d'initiative. Il y a des salariés qui sont dans la structure, mais il y a aussi des indépendants qui gravitent autour et qui bossent au sein de nos locaux. Il y a vraiment une émulation, c'est très horizontal pour le coup. Et du coup, Pierre, il a pris ce pli-là assez rapidement, donc dans la prise d'initiative. C'est vrai que là, il y a eu cette histoire-là du Master 1 qui fait qu'il y a une prise de conscience du potentiel à la matière et de sa place qu'il aurait pu s'y faire. Et puis au final, de façon naturelle, on se dit on va le prendre les 2 mois d'été parce qu'il y a du travail et même si personne n'est indispensable, Pierre se l'était quand même rendu. Et quand il a repris le Master 2 en septembre, ça a été coton quoi, pour nous parce que j'avais clairement un bras droit où moi je suis de plus en plus en déplacement et c'est devenu compliqué. Donc il avait créé aussi toute une activité autour de ça. Et donc voilà, donc le retour était assez naturel. Alors, il a fallu aussi le valider avec la formation, avec l'IAE, hein, puisque refaire un stage dans la même structure, mais l'objectif était clair, c'était de garder Pierre après, c'était de revalider cette montée en puissance, nous, le changement d'échelle, on est vraiment là, nous, à un moment important de notre histoire, là, donc le changement d'échelle, et Pierre, c'était, écoute, crée ton job, quoi, là, ta carte blanche, on va coécrire ensemble la V2, mais Pierre, vraiment, là-dessus, du coup, c'est beaucoup investi, quoi, donc... Merci. Pour Pierre, ce n'était pas votre premier stage, puisque en DUT, j'imagine que vous avez fait un stage, peut-être en licence pro aussi avant de rentrer à l'IAE. Quelle différence y a-t-il entre vos premiers stages et puis celui-ci ? Disons que j'étais plus avec l'œil de l'observateur que je pouvais avoir au début. Je suis vraiment rentré dans ce stage avec une envie de faire, de prendre des initiatives, hein, on l'a plus ou moins dit. Et puis j'ai eu la confiance de Julien, en fait, qui m'a délégué très vite des choses. Puis avec mes expériences déjà antérieures, j'ai essayé de composer un peu avec les outils qu'on m'avait transmis. Moi, Julien m'alimente énormément en économie, avec la notion de l'économie circulaire. On a des longues discussions passionnantes jusqu'à ce matin dans le train, mais il y a eu énormément d'échanges en fait et de confiance. Et puis derrière, en général, ça fonctionne plutôt bien. Et je pense que moi, j'apprends encore énormément aujourd'hui, donc c'est une vraie chance. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Il y a 2 choses dont tu n'as pas parlé. Il y avait la prime à l'embauche aussi. Non, mais ça, c'est assez récent, il me semble. C'est à 3 ans, voilà. Et effectivement, il y a dans le budget dont Gilles parle, les entreprises qui gardent leurs stagiaires peuvent avoir un coup de pouce, et c'est le cas pour nous. Donc, après, franchement, il n'y aurait pas eu cette prime-là, on l'aurait quand même fait, donc, parce que là, on a travaillé là-dessus. Et l'autre point, c'est... moi, j'ai fait de l'alternance, je suis partisan de tout ce qui s'est dit là depuis ce matin et tout. Et c'est vrai que Pierre, aujourd'hui, on va sur une réunion, on va à un endroit, les gens reconnaissent Pierre, et moi, je suis devenu, pour le coup, assez anonyme. Et ça me va bien. Et pour le coup, là, c'est un peu ce qui s'est tissé avec le stage et les 6 mois de stage, là. En tout cas, une belle success story. Et puis, on vous remercie d'avoir aussi pris le temps. Je sais ce que ça représente dans une TPE, le temps que l'on prend dans une journée pour venir témoigner. Et ça, je voulais vous en remercier et vous en féliciter. Puis, je crois que c'est un témoignage assez réconfortant et enthousiasmant. Donc, je vous propose de les applaudir tous les 3. Et si vous avez éventuellement quelque chose à ajouter avant qu'on aille déjeuner juste au-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Des suggestions ? Non, écoutez, on pourra de toute façon prolonger nos échanges autour du cocktail déjeunatoire. Voilà, on se retrouve dans cette salle à 14h. Merci beaucoup pour votre attention et bonne détente.